Eh bien, Françoise Saint-Père, nous accueillons Bénédicte Fischer, notre Sexy News, qui nous fait découvrir tous les vendredis quelque chose qui parle de sexe. Et alors là, on y va franchement. Hein. Alors on y va. Aujourd'hui, bonjour Françoise, bonjour Brigitte. Aujourd'hui, je vous parle d'Esparbeck. Voilà, un des plus grands auteurs de la littérature pornographique contemporaine, à l'occasion de la parution du premier tome de ses œuvres complètes aux éditions La Musardine, qui lui rend hommage avec la publication de 12 volumes d'environ 1000 pages chacun jusqu'en 2025. Oh là là, c'est dire l'étendue. Il en avait écrit beaucoup. Là. Voilà. Ah oui, c'est dire l'étendue de l'œuvre. Alors, ce premier tome réunit les 3 premiers romans d'Esparbeck dans leur version originale, ainsi que son dernier sulfureux roman paru en 1998, Le pornographe et ses modèles. On y trouve aussi sa biographie, des analyses et des inédits tirés d'archives, des poésies et des projets de romans. Il est toujours vivant ou pas? Non, il est mort il y a un an, oui, tout juste un an, en juillet l'année dernière. Oui, moi, je l'avais rencontré, donc c'est pour ça que je connais à peu près l'âge qu'il devait avoir. C'est pour ça que je me permettais de poser cette question. Voilà, il était né en 1933, mort l'année dernière. Esparbeck, c'est son nom de plume, le nom de plume de Georges Paillet. Alors, quelques mots justement sur cet auteur un peu plutôt iconoclaste. Né à Paris, il a passé son enfance et adolescence à Tunis. Après des études de philosophie, il devient instituteur pendant 7 ans. Il quitte la Tunisie pour suivre une femme. Il arrive à Paris, il multiplie les petits boulots. Il est brocanteur, débarrasseur de caves, projectionniste de cinéma. C'est là qu'il va rencontrer Claude Barre, directeur des collections érotiques des éditions Média 1000, et qui d'ailleurs signe la préface de cet ouvrage. C'est lui qui lui offre ses premières parutions. C'était en 1984 et Esparbeck avait déjà 50 ans. Pourtant, il écrivait déjà depuis l'adolescence, en fait, essentiellement des poèmes, puis des journaux qu'il a délaissés au profit des romans. Après la publication de ses 3 premiers romans, il devient directeur de collection toujours chez Média 1000 et il signe plus de 100 romans, même 150 romans de gare, dont la série des Darling Poupées du Vice. Et puis, au début des années 2000... Mais est-ce qu'il a écrit d'autres choses que des choses pornographiques? Oui, quand même. D'autres choses que pornographiques. Il a écrit... Ses poèmes n'étaient pas porno au tout début, mais je pense que tout ce qu'il a publié, c'est pas... Mais cela dit, ça a été un auteur à grand succès. Grand succès. Oui, tout à fait. Surtout pour les hommes, faut quand même mais le c'est dire. intéressant, justement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu brutal dans son On peut style. le dire, oui. Voilà, mais qui permet de voir ce qui peut se passer dans la tête d'un homme. Donc je trouve ça intéressant à découvrir, même si on peut être heurté parfois. Oui, c'est un petit peu... Il faut être... Oui, c'est du porno. Oui, c'est du porno. C'est du brut de décoffrage, comme vous dites. C'est pas l'érotique, c'est non, vraiment... Et puis, il va parfois très loin. Tout à fait. C'est pas du politiquement correct. Non, du tout. Mais c'est important aussi de découvrir que ça existe et que ça peut aussi exciter les hommes, puisqu'il a eu beaucoup de lecteurs. Bien sûr. C'est justement dans les années 2000 qu'il commence à avoir pas mal de succès, avec notamment les titres les plus connus, La pharmacienne, La foire au cochon, La main baladeuse, Amour et popotin, ou encore Le goût du péché. Les titres sont bien choisis. Les titres sont étonnants. Donc c'est ce qu'on disait, bien plus qu'un auteur érotique, il se revendique lui-même pornographe. Il écrit avec une véritable verve démoniaque et laisse libre cours à tous les fantasmes, s'inspirant le plus souvent de sa propre sexualité. Et selon lui, Alors ça, je suis pas certaine. Hein. Moi, il le dit dans des interviews. Mais moi, pour l'avoir connu, je suis pas sûre qu'il était si actif que ça. Ah oui. Mais après, peut-être se vantait-il, mais dans des interviews, il dit qu'effectivement, il a eu une sexualité. Alors peut-être de ses fantasmes. Alors ses fantasmes, ça c'est sûr. Oui. Alors selon lui, la pornographie pouvait, elle aussi, comme la littérature générale, être source de qualité, et c'est ce en quoi il s'employait. Il y a de bons polars, disait-il, de bons bouquins de science-fiction. Pourquoi pas de bons pornos? Pourquoi la pornographie devrait-elle être laissée à des écrivains de second ordre, dénués de talent? Pourquoi la vouer aux poubelles de la littérature, au sex shop? Alors, de bons romans porno, oui, mais Esparbeck insiste sur le fait que l'écriture doit rester transparente. Ce doit être le degré zéro de l'écriture, et que le style n'empiète pas trop sur les histoires pour justement laisser l'imaginaire au lecteur, pour voir que l'imaginaire se développe. Et son imaginaire, à lui, est très fécond. Écoutez ce qu'il dit dans une interview. Pour moi, le roman porno, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. C'est-à-dire que je fais
arriver dans le porno ce qui n'arrive que très rarement dans la vie réelle. C'est-à-dire que il faut que ce soit mieux que dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, très souvent, c'est un petit peu triniste. Et dans le porno que je recommande, que je prône, il faut vraiment qu'il y ait comme des surprises, que le lecteur ait des surprises, comme les personnages ont des surprises. Et comme dans les romans en général. Comme dans les romans en général, voilà. C'est-à-dire, c'était pour moi, il n'y a pas de différence entre la pornographie et la littérature. J'ai voulu séparer cette frontière qu'il y avait entre les deux. C'est assez juste ce qu'il dit, je trouve. Oui, et effectivement, c'est bien écrit. Enfin, les romans d'Esparbeck, on aime ou on n'aime pas le fond, mais la forme est plutôt bien. Oui, la forme est bien, mais comme il dit, il n'y a pas un style beau. Enfin, le style n'est pas encombrant. Non, voilà. C'est ça. Alors bien qu'il soit, dit-on, l'auteur de littérature pornographique le plus lu, une bonne partie de l'œuvre d'Esparbeck est restée totalement inconnue, comme par exemple les 3 premiers romans quasiment introuvables et qui sont réunis ici, La voleuse de plaisir, La fille au collier de chien et Annie la sucette, qui explore différents registres. Donc, Annie la sucette, il faut que je l'offre à ma chienne, que j'ai appelée Sucette. Oui, je pensais à vous. Est-ce que Gainsbourg avait lu ce roman? Allez savoir, les sucettes à l'Annie. Non, ça, je pense que c'est antérieur, la chanson de Gainsbourg. Mais j'ai pas la date, ça fait partie des 3 premiers romans, ça doit être... Les sucettes, c'est très très ancien. Oui, comme c'est chanson, bien, oui, c'est arrivé bien après. Oui. Alors, Esparbeck qui a copié Gainsbourg. Voilà. Peut-être. Arrêtons-nous un petit moment sur La fille au collier de chien, une intrigue un peu à la James Bond. un peu à la James Bond, légèrement teintée d'histoire d'eau. C'est l'histoire d'Irina, une sublime ancienne actrice porno, devenue la femme d'un milliardaire qui l'attache et la met littéralement en cage. Elle va provoquer sexuellement et faire agresser un autre homme influent qui va payer un ancien agent secret pour la retrouver et la faire parler. Alors au programme de ce petit roman, masturbation, pratique SM et sodomie, avec beaucoup de descriptions du sexe féminin. Et je vais vous en lire un passage. Donc attention, oreilles sensibles. Non mais ça va, j'ai pris Vous avez choisi un passage soft. Vous avez trouvé? Oui, il y en a. Quand même. Mais c'est peut-être ses premiers romans, parce qu'après... je pense que les premiers sont effectivement plus soft que... On va le savoir tout de suite, puisque nous connaissons Esparbeck toutes les deux. À un moment donné, elle rampa ses fesses sur sa chaise pour se rapprocher de sa main. Alors, il ne bougea plus, attendant qu'elle fasse elle-même le reste du chemin. Se versant du vin d'une main tremblante, Irina lui lança un regard courroucé de côté. Un pas vide, il se contenta de pincer un peu le gras de sa cuisse au bord de l'aine brûlante. N'y tenant plus, elle s'avança au bord de son siège en ouvrant largement les jambes. C'est ainsi qu'il constata qu'elle ne s'épilait plus. C'est ainsi qu'il constata qu'elle s'épilait toujours. En un baiser furtif, tiède et mouillé, les molles lèvres chauves s'appuyèrent sur le dos des phalanges. C'est comme si elle s'était brûlée à son contact. Irina, le visage écarlate, se recula. Mais c'était plus fort qu'elle. Abdiquant toute pudeur, elle revint aussitôt et se laissa palper sans vergogne. Les joues pourpres, les cils baissés, elle sirotait calmement son vin. Sans hâte, son voisin explorait les replis de son organe secret. Il avait saisi la motte de chair brûlante et l'écarquillait, insinuant son médius entre les lèvres gluantes. L'intérieur de la vulve était une vraie fournaise. Le bourgeon dardé du clitoris roula dans sa paume comme une petite olive noire, et les petites lèvres suaves et vivantes se déplièrent dans un glissement onctueux. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bien écrit. Oui, c'est plutôt bien écrit, et là, ça reste assez sage par rapport à Oui, d'autres là, romans. c'est plutôt sage. C'est plutôt sage, oui, contrairement surtout à son dernier roman. D'aucuns pourraient lui reprocher la place de la femme, parce que c'est quelque chose qui est... Elles sont toujours brûlantes et chaudes. Hein. Oui, ça... Elles sont brûlantes et chaudes, très vite. Et souvent soumises au désir parfois furieux des hommes. Voici ce qu'il répond à ce sujet. En général, moi, dans mes romans, c'est plutôt la femme qui est l'initiatrice. Parce que ça se passe un peu comme dans ma vie réelle. Moi, dans ma vie réelle, j'ai été initié par une femme qui était plus âgée que moi. Et du coup, ça m'est resté. Et ce rapport-là. Et un rapport de complicité, parce que c'est une femme qui avait des amants. Et j'étais au courant des amants qu'elle avait.
Et par la suite, très souvent, j'ai eu des relations avec des femmes avec qui je pratiquais le triolisme. C'est-à-dire qu'on était 2 hommes et c'était elle qui régnait. Elle qui régnait sur nous, elle était l'objet du désir. Et nous, on était vraiment les serviteurs de son plaisir. Voilà, il a sa façon de rendre hommage aux femmes. Oui, mais de toute façon, un écrivain écrit en fonction de son propre vécu. Donc, s'il a connu surtout des femmes particulièrement initiatrices et sexuellement très actives, bon, après tout, il a le droit il les décrit de cette façon-là. De décrire ce genre de femmes. Hein. Et voilà, puis, si on n'aime pas Esparbeck, on le laisse de côté. On le laisse, on le lit. Oui. D'ailleurs, Esparbeck, je pense qu'il ne faut pas en lire 3 ou 4 d'affilée. Il faut en lire un, puis après on souffle un peu. Je suis d'accord. Hein. Oui. Enfin bon, après, encore une fois, c'est une écriture très masculine, mais qui, enfin, il a ses fans. Hein. Oui, il a ses fans et c'est un des plus lus. Mais comme dans un autre genre qu'à La Ferte, la mécanique des femmes, ça peut pas paraître très dur et tout, mais c'est très intéressant et très bien écrit. En tout cas, voilà, je vous invite à entrer dans l'œuvre et l'univers torride d'Esparbeck avec ce premier volume de ses œuvres complètes aux éditions La Musardine. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vous remercie. Merci à vous.